Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce débat organisé en vue des élections communales 2016. Ils sont 11, ils partent à l'assaut de la municipalité nyonnaise et ils sont tous sur notre plateau. Il y a Claude Huldry, il y a Maurice Gay, Roxane Faro-Linares, Sacha Soldini, Vincent Hacker, Raphaël Weisskopf, Sfedal Salem, Fabienne Frémont-Canton, Daniel Rosla, Stéphanie Schmutz et Olivier Mayor. C'est parti pour une heure de débat. Un débat qui est organisé en relation entre le Quotidien de la Côte et Nyon Région Télévision. Et ma co-présentatrice ce soir, c'est Marie-Christine Fert. Marie-Christine Fert, de quoi allons-nous parler ? Alors, nous allons décliner ce débat en 4 thèmes. La mobilité, l'urbanisme et le logement, les finances et la culture. Alors, la mobilité. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par une polémique sur les feux de signalisation, aux grandes dames des commerçants qui estiment que leur chiffre d'affaires a baissé. Des modifications ont été apportées en cours d'année, mais que faut-il faire pour inciter les automobilistes à retrouver le chemin du centre-ville? Alors peut-être qu'à gauche, la question est un peu provocante. Monsieur Maillot. Non, elle ne l'est pas du tout à partir du moment où les derniers chiffres du centre commercial de la Combe, qui est juste à côté, nous disaient qu'ils avaient absolument retrouvé le nombre de clients, qu'ils avaient effectivement eu des difficultés quand on a connu des difficultés de Noël lors de la mise en place, mais aujourd'hui, ils les ont entièrement retrouvés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et puis je rappelle, parce qu'on oublie toujours quand on parle de ce sujet, que ça a permis la priorisation des bus. La priorisation des bus, ça veut dire 32% de personnes qui emploient les transports publics en plus, ça veut dire 200 000 personnes. Donc c'est quand même assez énorme et je trouve que c'est vraiment, de ce point de vue-là, un succès. Nous avons par contre effectivement eu des difficultés, vous l'avez dit, nous l'avons reconnu, nous avons pris les mesures qui s'imposaient de telle manière à ce que nous puissions avoir aujourd'hui un système qui fonctionne à satisfaction. Mais ça reste une préoccupation majeure de la municipalité. La mobilité l'a été pour la dernière législature, elle le sera pour la prochaine. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un district où le taux de motorisation est extrêmement élevé par rapport au restant de la Suisse et il faut donc agir avec des moyens pour toutes les mobilités de telle manière à ce que chaque transfert modal qui sera réussi bénéficiera à moins de congestion de trafic, à moins de pollution de l'air, à moins de bruit, à moins de nuisances globales pour les Nyonnais. Et c'est en ce sens-là que ça restera et ça demeurera par rapport à ce district qui est en forte croissance, un objectif majeur aussi pour la prochaine législature. Olivier Maillard, vous avez fait votre mea culpa. Il y a eu quelques couacs au niveau des feux de circulation. Est-ce que cette reconnaissance de couacs n'est pas arrivée un petit peu tard ? Non, alors d'emblée, on a clairement dit, on a analysé les choses. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, la complexité d'un tel chantier, dans un gabarit existant, dans l'analyse qu'il fallait mener, parce que tout le monde était cerné sur l'objectif principal qu'il s'agissait d'atteindre, c'était celui de la priorisation des bus au quart d'heure, qui est une réussite. Mais par contre, on a trop focalisé là-dessus, sur cet objectif principal, et puis on n'a pas assez focalisé effectivement sur les effets secondaires que ça a eu, désastreux par moments, sur les voitures. Et là, il a fallu faire effectivement, il a fallu corriger le tir, ce que nous avons fait. Pour ça, il faut analyser la situation, c'est ce que nous avons fait, et de telle manière à ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on retrouve des taux, évidemment qu'aux heures de pointe, on est toujours dans des situations où il y a beaucoup de voitures dans ce même gabarit existant de la ville de Nyon. Mais quand les commerçants disent qu'il manque de places de stationnement, qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, le stationnement, je ne suis pas particulièrement municipal du stationnement. Ouais. Le stationnement, on a un parking à Pertan, mais je vais aussi laisser les autres débatteurs un peu se positionner par rapport à ça. On a une quantité de parking qui est tout à fait intéressante. Maintenant, il y a une politique parking à mener de telle manière à ce que les bonnes personnes qui veulent venir acheter en ville puissent se parquer et trouver de la place. C'est le cas avec certaines adaptations qui ont été faites pour que les gens puissent venir se parquer à Nyon. Roxane Faro, vous n'avez pas l'air d'accord.
Non, je pense que je suis moins enchantée que M. Maillard. Alors, je suis ravie d'entendre que les commerçants de la Combe... Soyez moins enchantés. Oui, les commerçants de la Combe retrouvent peut-être un chiffre d'affaires supportable. Qu'en est-il pour les autres commerçants en ville de Nyon? Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'on a aujourd'hui des commerçants qui souffrent. Ce n'est pas nouveau. On avait déjà averti la municipalité il y a de nombreux mois, notamment par certaines interpellations, et ensuite cette commission 108 qui avait travaillé sur l'avenir du centre-ville. Moi, ce que je vois, c'est que, effectivement, alors, le bus au quart d'heure, ça fonctionne. Je vous remercie. Ça me fait le bus plaisir au de quart vous d'heure, ça fonctionne. Par contre, le problème, c'est que tous les aménagements qu'on a mis en place pour laisser la priorité au bus font qu'aujourd'hui, on a passablement découragé non seulement les Nyonnais du haut de la ville, mais aussi les gens vivant dans l'arrondissement pour venir à Nyon. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un message à faire passer. Alors, si vraiment vous pensez que l'accès est facilité, alors dites-le et utilisez des moyens pour communiquer. Mais encourager les gens à revenir. On vient de le faire avec les tickets. Vous avez vu sur l'ensemble des stations de bus, il y a des tickets à 2 francs. Ça marche remarquablement bien. Vous demanderez d'ailleurs à votre pour collègue... Pour les gens qui ont encore envie d'utiliser leur voiture, parce que ça reste une liberté, membre de parti qui a mené ça. La mobilité, je rappelle aussi que c'est Mme Elisabeth Ruet, membre du PLR. Les aménagements ont été faits par Travaux Environnement et il faut savoir que la voiture reste quand même quelque chose d'essentiel pour passablement de monde, y compris les gens qui ont des familles. Des nouveaux facteurs sont arrivés. Il y a le centre Porte de Nyon qui a ouvert ses portes. Beaucoup d'habitants du nord de la ville descendent moins facilement en ville. Je vous garantis que pour parquer actuellement en dehors de certains parkings en voirie, par exemple, à Nyon, c'est l'enfer. Y compris la problématique de la monnaie, y compris la problématique des centres comme Ciné-Centre. Donc ça attire des gens, les parkings sont gratuits, c'est très favorable pour aller faire ses courses et on doit réattirer les habitants en centre-ville. On ne doit pas vivre une expérience pour aller faire ses courses. On doit trouver une place lorsqu'on est en voiture. Je crois que j'aimerais juste dire, c'est pour ça qu'on propose de mettre le parking Serpenton en souterrain, par là même de l'agrandir pour permettre à plus de voitures de venir. J'aimerais juste dire aussi que je trouve dommage de parler mobilité uniquement en termes de voitures. Ce qui m'inquiète aussi pour Nyon à l'heure actuelle, c'est tous les piétons, personnes âgées, enfants qui doivent se rendre tout bientôt dans les nouvelles écoles et on doit absolument penser à améliorer la mobilité pour ces personnes-là. Raphaël Weisskopf, c'est quand même grâce à M. Maillard que vous avez existé politiquement. Je ne vais peut-être pas relever ça, mais le fait d'exister à travers M. Maillard, si c'était le cas, on communiquerait un peu plus. Mettez bien le micro devant votre bouche. Oui. Moi, je pense que pour ces feux, prioriser les bus, c'était une bonne idée. C'est dû à l'ensemble de la mobilité. Ce n'est pas que M. Maillard, c'est lui qui porte le chapeau pour ça. C'est comme ça. On aurait pu. Je pense que la situation qui est actuelle, c'est la situation qui aurait dû être quand il y a eu le lancement des feux en 2014, en décembre 2014. Et on voit aussi maintenant, justement, comme a dit Roxane, que par rapport aux commerçants du centre-ville, vous tenez compte de la Combe, mais vous ne tenez pas compte des autres qui n'ont pas d'accès de parking. Et on a vu dans cette idée-là, par exemple, que le centre commercial Manor, Manor, a organisé une deuxième heure gratuite pour Pertan. Ils ont fait un sondage et apparemment, c'était une des attentes des clients. Ce qui aurait aussi pu être fait de la part de la commune de Nyon, indirectement de la municipalité. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui auraient dû être mises plus en avant et mieux communiquées. C'est un peu le reproche général sur la municipalité que vous représentez actuellement, tout ce qui est transparence, communication. Mais voilà, sur des points comme ça, et maintenant, pour attirer le monde, il faudrait peut-être de nouveau communiquer autant, si ce n'est plus, que ce qui a été communiqué avec la mise en place des feux. Mais la communication, c'est quand même votre rôle, Monsieur Rossella. Qu'est-ce qu'il aurait fallu mieux faire ? Alors bon, la communication, bien sûr que c'est un élément très important, mais la communication ne résout pas tous les problèmes. Dans le cas précis, il y a deux aspects. Il y a la communication par rapport à la politique de la municipalité, puis à la communication par rapport à l'attractivité du centre-ville. Dans le premier cas, on l'a dit, il y a eu une avancée notoire par rapport à la priorisation des bus, il y a eu des effets secondaires totalement indésirables, la municipalité est consciente que c'est un sujet de préoccupation majeur, on peut toujours apprendre. Effectivement, il y a probablement eu quelques faiblesses au niveau de la communication, notamment dans la prise en compte du mécontentement d'un certain nombre de gens.
Donc là, il y a eu une sorte de slalom entre excuses et promesses pendant un moment qui n'était probablement pas le meilleur. Mais voilà, ça a des choses qui peuvent arriver. Par rapport à la communication... Je pense que le problème, c'est que si on doit commencer à communiquer pour faire passer un projet, c'est qu'il est mauvais. Un projet, il doit s'installer par lui-même. On parlait tout à l'heure, vous avez parlé des parkings. Le centre Lacombe avait retrouvé... Alors celle-là, elle est bonne. Personne. Le centre Lacombe, c'est typiquement le bon exemple parce qu'on a un parking dessous. Donc les gens reviennent dans le centre-ville où il y a un parking. Madame Schmutz, vous parlez d'un parking à Pertan. Il y a longtemps que le PLR est parti centre-droite. Est-ce que je peux finir l'argumentation concernant la communication? Il y a la communication par rapport aux mesures de circulation, je l'ai dit. On n'a peut-être pas été bons dans le domaine, mais après la communication par rapport aux commerçants. On a eu ici, dans cette même salle, un forum avec les commerçants. Et à un moment, il fallait quand même admettre que la communication assez négative de beaucoup de gens disant que c'était l'enfer de venir à Nyon, elle était propagée beaucoup par des commerçants qui se plaignaient. Donc c'est de la faute des commerçants? Pas du tout. Je dis simplement qu'au niveau communication, M. Gué dit un bon produit, il n'a pas besoin de communication. Peut-être, ça arrive, mais c'est rare quand même. Et là, dans le cas précis, le centre de ville de Nyon est une excellente place. Je pense qu'on a une belle diversité, même si on pourrait la souhaiter plus large, au niveau de l'activité économique et commerciale du centre-ville. Mais on doit communiquer de manière positive. Et là, on est en train de travailler effectivement dans des ateliers avec les commerçants. Si tout le monde dit que c'est l'enfer, c'est sûr que ça ne va pas être un argument de vente. Donc les commerçants doivent mieux communiquer, mais j'ai tout de même une question pour les membres du législatif. Finalement, ça n'aurait pas été au conseil communal de demander une implantation globale de ces feux pour se rendre compte de ce qui se passait et peut-être agir un peu plus en amont? Mais on a essayé d'avoir des explications dans toutes les séances de commission qu'on a eues concernant ces feux, ces aménagements routiers. On ne nous a jamais parlé des feux. Et quand on essayait de donner certaines informations, on essayait de discuter avec le municipal, la municipalité. On nous expliquait toujours que c'était des questions de normes, d'obligations, etc. Donc on n'a jamais réussi à avoir un dialogue constructif et faire avancer les choses. Vous avez jamais eu un plan avec les feux, par exemple? Mais les feux sur un plan, je peux vous montrer les plans qu'on nous a donnés. C'est un petit point dans un coin. Donc c'est très difficile à repérer un feu si on ne le dit pas expressément à l'endroit où il se trouve. J'aimerais juste revenir sur l'histoire des parkings. On est tous conscients qu'il faut un parking enterré à Pertan. Le gros problème qu'on a maintenant, et ça on a rendu attentif la municipalité depuis bien des années, c'est qu'on souhaitait d'autres parkings souterrains à Nyon pour que les gens puissent venir à Nyon. Et c'est ce qui se passe avec le centre de Lacombe. Les gens reviennent au centre de Lacombe parce qu'ils ont un parking sur place. Le jour, et ça j'aimerais bien voir comment est-ce que vous allez gérer ça, peut-être par la communication, monsieur le syndic, comment est-ce que vous allez gérer la ville de Nyon lorsque vous allez fermer les 360 places qui restent sur la place Pertan sans aucune autre solution à donner à la population et aux commerçants. Vous allez entièrement bloquer le centre-ville. On a vu ce qui s'est passé à Rolle. Pendant simplement la fermeture d'une rue, ça a posé des problèmes. Là, vous voulez supprimer 360 places de parc qui sont les seules places de parc où les commerçants ont encore la possibilité d'avoir des clients qui viennent. Alors, je ne sais pas comment vous allez gérer ça, mais moi, je pense qu'il fallait être un tout petit peu proactif et accepter les différents parkings qu'on vous avait demandé, qu'on souhaitait faire afin de pouvoir utiliser ces parkings pendant qu'on avait construit Pertan. Maintenant, il faudra trouver une autre solution et je pense que ça va passer par Pertan-Usterie, où il faudra faire un parking provisoire pendant ces 3 ans de fermeture du parking de Pertan. Est-ce que vous avez déjà des plans, justement, au cas où... Je veux dire, c'est une évidence que l'objectif n'est pas du tout de diminuer le nombre de places de parc et que s'il y a un projet du type de celui de Pertan que je souhaite vraiment ardemment, d'abord on a prévu qu'il y ait 200 places de plus que le nombre de places actuelles, c'est une évidence qu'il y a des mesures qui sont prises, des mesures d'accompagnement liées à ce chantier. Je veux dire, c'est inimaginable de penser que tout d'un coup, on supprime autant de places de parc à Nyon sans avoir prévu des mesures. D'ailleurs, la solution de Pertan-Usterie a déjà été évoquée, puisqu'il y a un projet sur Pertan-Usterie et c'était imaginé que cette zone-là serve de parking provisoire pendant qu'il y avait le chantier sur Pertan. En plus, on n'est pas forcément obligé de condamner toute la place Pertan en même temps pour le chantier. Donc, de toute façon, le projet, il va être fait en tenant compte d'un certain nombre de ces contingences. C'est une évidence, quoi. Oui, je pense que le thème de la mobilité, enfin particulièrement les places de parc et puis toutes les lignes de bus et tout ça, les horaires, les feux rouges et tout ça, ça démontre bien un peu l'impression qu'on a, moi qui suis ni issu du conseil communal, qui suis en tout cas pas non plus, pour l'instant peut-être à la municipalité, on voit qu'il n'y a pas d'enthousiasme créé autour des projets
qui peuvent être des très bons projets, mais on voit, comme l'a dit M. Gay, avec les histoires de feu, ils n'ont pas été informés. Malheureusement, si vous avez été informé, c'était écrit dans un des préavis. Vous n'avez peut-être pas compris exactement. Monsieur, je vais vous couper 2 secondes. On a été informé effectivement. On a été informé effectivement sur ces implantations de feu. C'était des petits points sur les plans hein, dans les préavis. Simplement, vous savez qu'il y a plusieurs styles de feu pour prioriser les bus. On a l'exemple même à l'avenue Alfred Cortot où un bus clignote et un feu clignote et à l'arrivée du bus. Il passe, il bloque la circulation, le bus passe et ensuite ça revient en ordre. Ce feu ne fonctionne pas hors des passages du bus. Alors que sur tous les autres carrefours, les carrefours sont sclérosés par ces feux justement en dehors des horaires de bus. C'est justement, je pense, ça, on joue sur les détails, mais d'une manière générale... En détail. Oui, on est d'accord, ça embête les gens, et surtout ceux qui l'utilisent tous les jours. Mais d'une manière générale, il n'y a pas cet enthousiasme créé entre les projets proposés, le conseil communal, dû entre autres à des clans de partis, certainement aussi. Et c'est ça qui fait que maintenant, voilà, même déjà en parlant du projet de Pertan-Enterré, vous n'êtes déjà quasiment pas d'accord parce que peut-être qu'une idée émane de la municipalité de gauche et puis que la majorité de droite est au conseil communal. Donc il y a déjà une dissonance, déjà rien que pour imaginer quel va être le projet. Et je pense que ça reflète assez bien l'état général de peut-être aussi les autres thèmes qu'on va aborder après. Mais particulièrement de la mobilité, des feux, des parkings et tout. Juste pour rebondir sur ce qu'il a dit sur Pertan, c'est pas une idée de gauche, Pertan. C'est une idée qu'il a des années 60 et ça fait des années qu'on attend d'enterrer ce parking. C'était un des projets phares de cette législature pour la municipalité. On a fait quelques sondages, mais il n'y a toujours rien qui a bougé. On y a mis les barrières il y a 10 ans. La question, ça va être aussi qu'est-ce qui va se passer en surface sur Pertan. Voilà, justement. Alors, c'est là où vous avez des divergences. Il n'y a pas que des voitures. Hein. Dans ce district, on a 97% des habitations qui sont à moins de 3 km de la gare CFF, à moins de 3 km d'une halte d'Union Saint-Cergue. Donc je crois qu'on a beaucoup parlé voitures et effectivement, il y a d'autres moyens et qui profitent à la voiture, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs de la droite, c'est chaque transfert modal réussi, ça fait tout ça de places supplémentaires sur la chaussée. Donc vous devriez encourager vivement à ce qu'on ait usage du vélo, de la marche à pied. En même temps, l'usage du vélo et des pieds est santé publique. Monsieur Maillard, il faut juste revenir. On aimerait vous entendre là-dessus en tant que parti vert. À partir de ce moment-là, c'est qu'on a compris que vous étiez pour le tout voiture, ça on a bien compris. Non, là c'est... Je pense que c'est le multimodal. C'est la congestion assurée à partir du moment où vous n'encouragez que la voiture. Donc c'est un peu dommage, mais Monsieur Maillard, là c'est clair que c'est le petit programme. Non, parce que je tenais déjà à réagir tout à l'heure aux propos de Madame Schmutz qui disait que nous ne parlions que voiture. C'est justement parce que je n'avais pas encore parlé qu'on parlait que voiture. Parce que moi, justement, ce que je trouve le grand défaut du concept mobilité tel qu'il a été mis en place, je ne parle pas du concept tel qu'il a été imaginé, mais sa réalisation sur le terrain, c'est que justement, on a commencé par le véhicule le plus fort en oubliant le véhicule le plus faible qui est le piéton. Et on n'a pas assez insisté, on n'a pas assez tourné sur la vie du piéton par rapport aux personnes âgées, aux jeunes enfants, et même les enfants un peu moins jeunes, mais qui sont en roller ou j'imagine d'autres moyens de transport à risque, on va dire, par rapport à la circulation. Et je crois qu'on n'a pas assez imaginé le principe de la complémentarité des différents moyens de déplacement. Alors, votre et c'est ça qui me dérange. Alors, pour moi, la solution... Alors, il n'y a rien il ne faut pas tout casser. Hein, ça, je veux dire, il y a pas mal de bonnes choses qui ont été faites, mais il faut remettre l'église au milieu du village, dans le sens qu'il faut redonner une priorité aux piétons, aux deux roues, aux voitures et ensuite aux véhicules plus lourds, en fonction justement du gabarit. Moi, j'entends bien ce que dit... Vous faites partie aussi du centre droit, vous êtes sur la même liste que... Je vous remercie. Expliquez-moi. J'entends bien ce que dit M. Maillard. Moi, j'aurais aussi le désir que tout le monde aille à vélo ou à pied. Après, il y a les impondérables de la vie. Alors, je ne sais pas comment vous vivez. C'est pour ça qu'il y a les transports publics, les pères et les mères de famille. Voilà. Alors ça, c'est joli, les bus. Mais les pères et les mères de famille qui travaillent, vont chercher leurs enfants à l'école, doivent faire des courses. Certains jours de la semaine amènent le petit au cours de judo, utiliser la voiture, vous avez raison. Le grand au violon et éventuellement le troisième. Nous sommes tout à fait d'accord, Madame Faro. Alors, aussi des gens qui sont flemmards. Je peux finir, merci. Voilà, dans ces moments-là, je pense qu'on a encore le droit d'utiliser sa voiture. Non, mais le droit, voilà, parce qu'il y a personne ne vous enlève le droit d'utiliser la voiture. Personne. Moi, je vais juste finir, Monsieur Maillard. Les journées ne sont pas extensibles. Donc voilà, les gens ont tous beaucoup de choses à faire.
Alors, il y a des moments où on peut prendre le temps, et c'est tant mieux. Et puis, il y a des moments où, ma foi, les gens sont obligés d'utiliser... Non, mais le droit de prendre la voiture, on est en charge des affaires sociales. tous d'accord, mais on doit réfléchir, et je rejoins M. Hacker, on doit réfléchir absolument au chemin piétonnier en Ville-de-Nyon. Je rappelle que les élèves ne vont pas tous à l'école accompagnés de leur papa ou de leur maman, donc on doit absolument améliorer ça, et du reste, on a une réflexion autour de ce sujet-là. Deuxième chose, c'est aussi pour ça que dans les infrastructures de la ville, on réfléchit à travailler par quartier pour que les enfants, une fois à l'école, aient leur UAP, donc unité d'accueil pour écoliers, sur place, qu'il y ait des crèches dans chaque quartier, que les gens puissent le moins possible utiliser la voiture s'ils le souhaitent. Alors on va rester à Perton. Je peux juste poser une question au sujet des écoles, parce que je n'ai pas réussi à avoir l'information depuis 2 semaines que je la demande au canton. Alors, demandez à la municipalité. Oui, justement, est-ce que c'est vrai qu'il y a un projet qui veut regrouper les élèves par degré scolaire, indépendamment du quartier? Par exemple, tous les 1, P2, P3, P4, iront dans tel quartier de la ville, tous les autres iront dans l'autre quartier de la ville. Alors, monsieur, je vous encourage à lire notre préavis sur le développement scolaire en Ville-de-Nyon. J'ai cherché un peu les informations et puis j'ai discuté avec la maîtresse de ma fille. Les élèves du secondaire vont tous être réunis dans le même lieu, effectivement, Nyon-Marron. Par contre, les élèves du primaire vont être répartis dans des centres scolaires plus grands qu'avant. C'est vrai qu'on abandonne les petits groupements scolaires de 2 classes. La Paix, par exemple. Non, la Paix, avec l'école qui est en face, constitue un groupement assez grand. Par contre, la Redoute, les Mongettes, ce sont des classes qui vont disparaître. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de construire une grande école pour le primaire au reposoir, pour les élèves de 1 à 8e, une école au couchant pour les élèves de 1 à 4P, que le centre-ville continuera d'être une école aussi pour les 1 à 4P, que le Rocher continuera d'être une école primaire. Donc non, on regroupe les élèves, mais on garde quand même pour les plus petits élèves des écoles dans différents quartiers de la ville de Nyon pour éviter les transports trop importants. Il y a juste la tentation, vu que d'une manière générale, je n'ai jamais eu trop de réponses quand je me suis adressé à l'un de vous au sein de la municipalité. Vous n'avez jamais pris contact avec moi. On va peut-être aborder la deuxième thématique, le logement. On va peut-être aborder la deuxième thématique, le logement. Donc on était à Perton où on prévoyait où tout le monde est d'accord pour faire un terrace parking. En revanche, qu'est-ce qu'on met dessus? Est-ce qu'on met des logements dessus? Oui, non? Ou est-ce qu'on fait une grande place verdoyante? Quels sont les projets des uns et des autres là-dessus? Peut-être Madame la municipale en charge actuellement de l'urbanisme. Actuellement, effectivement. Fabienne Contonne. Oui, moi je pense il faut qu'on s'oriente vers le futur. Et le futur, c'est justement une place de Perton verte, équipée d'équipements divers, de jeux évidemment, sportifs pour ceux qui veulent faire des entraînements là-bas, évidemment des grands arbres, c'est important. Les constructions ne sont pas prévues sur la place Perton elle-même, mais plutôt dans le secteur vous prévoyez des logements? Alors les logements sont plutôt prévus du côté, si vous voulez, où il y a la salle communale. Là derrière, c'est tout ce quartier qui a des maisons, qui a des vieilles maisons, qui pourront être retransformées avec des logements. Pas de logements sur Perton, mais la droite, pour vous, oui, des logements sur Perton. Vous les construire sur Perton? Monsieur Uldry, lors de la conférence de presse du Parti indépendant nyonnais, vous avez carrément dit qu'on ne pouvait pas financer un parking souterrain sous Perton sans aménager des immeubles en dessus. Alors, je ne pense pas que c'est la droite ni M. Uldry qui veut construire des logements sur Perton, mais on a eu des ateliers créatifs, toute la municipalité et certains chefs de service relativement très intéressants qui nous ont démontré que la place Perton, telle qu'elle, revenue en zone verte, était trop importante et ne serait en tout cas pas conviviale ni attirerait le chalot. Ce qui nous a été démontré aussi, et j'ai partagé cette idée, c'est qu'on devait créer une boucle des adresses et qu'en face de l'avenue Violier, actuellement, il n'y a pas de bâtiment, puisqu'il y a le parking Perton. Et là, il serait bon, et je trouve très intéressant cette idée, de construire un front bâti pour avoir vraiment une rue commerçante, comme on l'a à la rue de la Gare, où on a des bâtiments des deux côtés. Et ce qui permettait de faire ce qu'on a appelé cœur de ville et la boucle des adresses. Et je reste persuadé que cette idée y est juste, effectivement. Alors, il y aura peut-être qu'une petite tranche de logement à cet endroit-là, puisque nous aurions plutôt de l'administratif en bas, voire même éventuellement des bureaux communaux, si ça ne se faisait pas sur Martinet. Voilà. Et en ce qui concerne le financement, je pense effectivement pertinent que, vu que cette place appartient à la ville, que ça soit sous forme de DDP ou sous une autre forme, on puisse financer une partie du parking souterrain, effectivement.
Et là, le centre droit est d'accord sur cette proposition? Toutes les composantes du centre droit, vous êtes tous d'accord là-dessus? Oui, même participer à la création de logements, hein, ça peut être très intéressant pour les rentrées, les rentrées économiques pour la ville. Mais je pense que cette place doit quand même rester une place de loisir sur sa partie non bâtie. Ça, faut bien rester attentif à ça. Il ne faut pas que ce soit simplement un parc vide. Il faut que les gens soient attirés dans ce parc, dans le reste de la place Perton. Ça, c'est très important. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du Martinet. Alors, on en est où dans ce dossier-là? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est vraiment un dossier qui traîne, et on a l'impression que jamais quelque chose va sortir de ce quartier, quoi. Et on sait pas trop. C'est une question. Ça fait des années qu'on se demande où on en est. On n'a encore jamais eu de réponse. Alors voilà, peut-être bonheur de répondre à Monsieur Gué. Peut-être que c'est l'engagement d'un chef de projet qui nous donne. On n'a pas de volonté municipale. Tendue, mais qui est exceptionnelle. Il y a tout un travail évidemment qui a été fait par la ville, hein, par tous les services de la ville, services de l'urbanisme bien sûr. Et à un moment donné, il a fallu passer l'épaule. Il faut passer l'épaule. C'est un projet complexe. Il y a les CFF qui sont là juste à côté, qui ont aussi des intérêts à défendre. Il y a des propriétaires privés qui ont des intérêts à défendre. Nous avons demandé au conseil communal un chef de projet pour qu'il se dédie jour et nuit, ou pas nuit parce qu'on n'exploite pas, mais presque, qui se dédie pratiquement tous les jours à ce projet. Et voilà, Monsieur Gué l'a refusé, entre autres. La droite de ce conseil communal l'a refusé. C'est dommage, on nous a donné plein d'excuses. Pas maintenant, pas comme ça. Puis il faut faire d'abord ci, il faut faire d'abord ça. Quel dommage. C'est que 1 million de rentes par année. 1 million de rentes par année, on aurait eu en exploitant ce service. Les idées étaient toutes là. Nous avions tous sur la main les excuses de la droite. Oui. Extrêmement mauvaise. Dommage. La municipalité, la seule idée qu'elle a eue sur ce quartier du Martinet, c'est d'engager un chef de projet pour leur donner un projet à ce Martinet. Et nous avons une vision cœur de ville qui est extrêmement développée. Mais sur très concrètement, mais mis à part cœur de ville, on a discuté longuement sur Martinet. Des logements d'abord, et des logements à loyer abordable pour tous les Nyonnais, pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui peuvent se payer des loyers très chers. Des bureaux, bien sûr, une maison du district avec tous des bureaux, notamment communaux, régionaux, cantonaux, un hôtel, des espaces publics de qualité, ça veut dire des petits cafés, des petits restaurants, des boulangeries. C'est une liste à la Prévert, mais ce n'est pas un plan de quartier. Je suis désolé, Madame Frémont-Coton, ce n'est pas comme ça qu'on mène de l'urbanisme à Nyon. Ce n'est pas avec une liste simplement de souhaits. Quand on a eu la commission... Nous avions proposé à votre commission, notamment dans celle que vous faites partie, la commission de l'urbanisme, toute une vision sur ce plan de quartier. Vous étiez présents. Nous voyons exactement que tout ce que je dis était visible dans la planification. Nous avons besoin, nous avions besoin et nous avons encore besoin d'un chef de projet pour réaliser ces choses-là. Malheureusement, vous nous avez coupé l'herbe sous les pieds. Dommage. Physiquement, on n'a jamais vu aucun projet, on n'a vu que des intentions. Vous deviez prendre un chef de projet pour aller discuter avec les autres propriétaires, savoir ce que vous pouviez faire, etc. On les a proposés au conseil communal. Il n'y avait aucun projet concret. Nous sommes venus faire une présentation. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre. C'est vraiment une équation perdue. Je crois que les citoyens et la population nyonnaise peuvent juste attendre d'une municipalité, c'est qu'elle prenne des décisions. On va avoir une élection le 28 février. C'est pour élire des gens qui ont une vision urbanistique. La vision, nous avons traversé toute la ville. Et là, vous ne l'avez pas eu. Vous voulez la transmettre à un chef de service extra politique. 10 séances publiques et de nombreux citoyens étaient présents, des gens dans cette salle. 10 séances publiques où nous avons montré la vision que nous voulons pour ce cœur de ville, pour Martinet, pour Perton, pour une ville qui marche mieux de manière commerciale. Vraiment, je pense que là, une bonne partie de la ville nous a entendu. La montrer à la commission. Vous étiez aussi là, mais il y a des gens qui ne veulent pas entendre. Je trouve dommage, de nouveau, on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à créer un enthousiasme autour de tous ces différents projets qu'il y a à faire. Indépendamment de qui le fait, c'est juste cette petite... Moi, j'aimerais vous faire envie, une place de château. Oui, alors mon envie, par exemple... La place du château piéton, c'est sympa, c'était proposé par la commission 108. C'était une proposition de la municipalité qui date de très longtemps, sur laquelle on travaille. Il faut d'abord avoir l'hôtel de police qui déménage, ça va pouvoir être fait, pour pouvoir libérer certains espaces. Après, vous pouvez rêver à une place du château qui soit rendue aux Nyonnais, aux touristes, moi, je rêvais avec surtout des cafés, la place Perton où il reste la place pour avec un endroit N'oublions pas de créer des
des places de parc avant de la supprimer. Et ensuite, vous avez une avenue Violier, une rue Saint-Jean, qui peut devenir beaucoup plus agréable qu'elle l'est maintenant, parce que maintenant, elle n'est pas très agréable, pour arriver à une place de Perton verte, avec, oui, un parking. Oui, mais ça, c'est votre vision. Pour pouvoir parquer. J'ai juste envie de préciser que je ne fais pas partie du centre droit, même si je suis à la même table, parce qu'on pourrait le croire. Salem Fedal ne fait pas partie de la gauche non plus. Mais on aimerait l'entendre quand même, Fabienne Frémont-Canton. Et sur la place de la gare, où il y a absolument tout à faire, effectivement, et puis sur lequel on aurait du plaisir à marcher, où il est possible aussi de circuler, d'aller à vélo sans trop de problèmes. Moi, je crois que c'est très clair. Madame Frémont-Canton, Salem Fedal. Salem Fedal, on aimerait vous entendre un peu sur ces projets de cœur de ville, de boucle des adresses, de Perton. Quelle est votre vision? C'est vrai qu'on se perd beaucoup, surtout que la gauche et la droite ne s'entendent pas forcément. Et c'est bien que la ville continue à s'agrandir et que la gauche et la droite se mettent ensemble sur ces projets. Ouais, mais votre vision, c'est quoi? La mienne, c'est vrai, c'est d'agrandir aussi la ville et d'améliorer aussi les transports, les voitures notamment, et les bus aussi. Parce que moi, je suis un grand utilisateur des bus. Je tourne tous les jours à Lausanne et je prends le bus jusqu'à la gare. Donc c'est important aussi d'avoir aussi bien les voitures et les bus côte à côte ensemble. La complémentarité de la mobilité. Oui. J'ai une petite question subsidiaire. Oui. Est-ce qu'il y a un parking souterrain qui est prévu à Martinez? Oui, bien sûr. Voilà. Le problème qui est un petit peu dommage avec l'urbanisme à Nyon, c'est qu'on a un service qui est très compétent, on a des collaborateurs compétents, mais ils n'ont pas de ligne, ils n'ont pas de direction de la municipalité, il n'y a pas de priorité qui est donnée. On veut faire Martinez, on veut faire cœur de ville, on veut faire plein de choses, mais en fait on avance nulle part. Et la seule moyen de faire avancer les choses, c'est d'engager un chef de projet qui n'a plus aucun lien ni avec le service d'urbanisme, ni avec la municipalité. Mais vous, le centre droit, si vous êtes élu, si vous êtes majoritaire au sein de la municipalité, qu'est-ce que vous allez faire en priorité? Eh ben, en priorité, on se mettrait autour de la table, la municipalité doit se mettre autour de la table. Et on discute à leur moment. Définir un projet pour le Martinez, qui n'a jamais été fait. Donc ça sera le Martinez, votre priorité? Martinez-Pertan, c'est une des priorités. Est-ce que je peux répondre quelque chose à M. Gay? Parce que là, je pense que vraiment, malgré toute l'estime que j'ai pour Maurice Gay, là, je pense qu'il est en train de dire des âneries. C'est pas sérieux. Je veux dire, on a un nombre de plans de quartier important, pas parce que la ville... c'est pas priorisé, c'est parce qu'on a des privés qui veulent développer et qui ont des droits à développer, donc qui demandent au service de l'urbanisme d'avancer sur des projets. Et les projets qui n'avancent pas ou moins vite, c'est parce que c'est ceux de la ville, c'est les nôtres, parce qu'il y a une pression extrêmement forte de tous les projets privés. Il y a 28 planifications en cours. Plan de quartier ou plan parcelle d'affectation ou des projets de ce type. 28, par rapport à l'effectif actuel, c'est beaucoup trop. Mais comment on priorise? Bien sûr qu'on le fait. Un certain nombre, on leur a dit, non, vous attendrez plus tard. Il ne faut peut-être pas aller trop dans les détails non plus. À un moment donné, l'administration va trop loin dans les détails. Mais ça n'a rien à voir. Mais tout le système de planification est essentiellement lié au canton et aux exigences du canton. Donc, il ne faut pas dire que c'est les exigences des services de la ville qui compliquent tant que ça, mais c'est un énorme travail. Donc, oui, on a fait une priorisation. Et dans le cas de Martinez, j'aimerais quand même préciser, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Un programme. Et le programme, il était fait. Il y a un plan de quartier qui est en force, qui existe. On pense que ce plan de quartier, il est plus d'actualité. Donc, on a voulu corriger le plan de quartier. Mais le programme existe. Il a dû être modifié en diminuant le nombre de mètres carrés de surface commerciale pour éviter qu'il y ait trop de véhicules supplémentaires qui viennent en ville et aussi pour éviter une concurrence peut-être maladroite par rapport au commerce existant aujourd'hui. Donc, oui, le programme, il existait. Puis quand on a un programme, après, on peut faire un plan de quartier. Là, vous avez refusé le chef de projet. Mais le chef de projet, ce n'était pas un extraterrestre, c'était simplement quelqu'un qui se lève tous les matins pour faire avancer ce projet. Et c'était une des façons de prioriser, de dire, on met quelqu'un qui va travailler tous les jours sur un projet. Ça, c'est une façon de prioriser. Ça image bien. On a un chef de projet pour la RDU, on voit que ça avance assez vite. Non, allez-y, je vous cite. Oui, alors par rapport à Martinez, effectivement, ça aurait pu avancer plus vite, mais maintenant, il faut voir aussi que ça va être certainement engorgé. Vous avez vu l'enfer que c'est derrière la poste, avec cette zone 20, on ne sait plus où on doit aller, où on doit circuler. J'ai un peu de mal à imaginer un immense parking souterrain là-bas derrière. La vision est évidemment plus large que ça. Donc c'était une vision cœur de ville avec des
des circulations, puis une révision, notamment la révision du plan de quartier de Martinez. Ça inclut tout le secteur bas de la gare et ça va inclure aussi de l'autre côté, du côté de la place de la gare sud. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est un immense travail, il y a énormément d'acteurs, énormément d'enjeux, mais c'est quelque chose qui devrait sortir pour la grande joie et du PLR et de l'UDC et de tous les Nyonnais durant la prochaine législature. Pour les Nyonnais, justement, je pense que des fois, on pourrait demander leur avis d'une manière générale aux Nyonnais, parce que là, on voit qu'il y a des projets qui sont quasiment faits, prêts à être réalisés. Et du coup, s'ils ne sont pas votés avant la fin de leur législature et puis que la majorité de la gauche à la municipalité change et puis que ça passe à droite, ou chez les sans partis, hors partis, indépendants, sauvages, peu importe, tout à coup, il y aura peut-être des nouveaux projets qui vont arriver et du coup, ça va de nouveau tout remettre en question. C'est la démocratie. Oui, mais de nouveau, on n'arrive pas, enfin, vous n'arrivez pas à focaliser tout le monde ensemble, enfin, à meuter tout le monde ensemble pour porter le projet ensemble. Et ça, c'est ce qui me motive à venir discuter avec vous aujourd'hui et puis pourquoi je discute avec vous depuis quelques mois. Enfin, j'essaie de discuter. C'est que vous arriverez à fédérer en fait tout le monde quand vous serez en poste. Disons, j'essaierai au moins de ne pas représenter qu'une partie de la population, mais justement, il y a des sujets qu'on apprend ce soir, comme l'augmentation des 30% ou sur des détails comme ça. Ça fait un moment que vous communiquez maintenant, parce que plus ou moins, ça commence à fonctionner avec les bus. Mais du coup, au début, on ne voulait pas trop donner les objectifs, parce que peut-être on va se planter ou autre. Ça fait un moment qu'on vous l'annonce. Je crois qu'on peut quand même dire qu'on est en période électorale, et puis nos divergences sont exacerbées par ces élections arrivant. On peut quand même dire qu'on a mené de grands projets pendant cette législature, nombreux, et qu'on a réussi à fédérer la droite, puisqu'ils ont passé la rampe du conseil communal, qu'on a notamment des écoles en construction, de nombreuses écoles en construction. Qui vont nous coûter très cher, d'ailleurs. Qui nous coûtent très cher, effectivement. Alors, effectivement. Vous êtes en charge des finances, et vous, qui aussi, voilà, exactement. Et des écoles. Enfin, les bâtiments scolaires. Mais que la droite a accepté. Mais alors justement, pour financer toutes ces infrastructures, donc du côté de la gauche, vous êtes plutôt pour une augmentation du taux d'imposition à plus ou moins long terme, court terme même, alors qu'au centre droit, vous êtes contre l'augmentation du taux d'imposition. Alors comment, si vous êtes à la municipalité, vous allez financer tous ces projets ? À un moment donné, la question va se poser. Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a quand même un moment où il faudra peut-être songer à certaines mesures d'économie. Alors, aujourd'hui, on a une municipalité qui ne veut pas en entendre parler, notamment un syndic qui dit que tant qu'on n'est pas dans les chiffres rouges, on ne demande pas d'efforts à l'administration. OK, j'entends. Je pense qu'il y a peut-être quand même... Ah, ça a été dit en commission des finances, monsieur Rosla. Donc ça, j'entends. Voilà, ma foi. Ensuite, l'augmentation d'impôts. L'augmentation d'impôts, il ne faut pas oublier qu'augmenter les impôts, c'est augmenter le pouvoir d'achat de l'État au détriment des citoyens et qu'une fois de plus, c'est la classe moyenne qui paye. Les revenus des impôts à Nyon, c'est 46% de nos revenus, les impôts. Donc, ce n'est pas avec les fameux points supplémentaires qu'on aurait réussi ni à nous sauver, ni à rembourser notre dette. Donc effectivement, il va falloir trouver d'autres moyens, peut-être la valorisation d'actifs appartenant à la ville. Peut-être, si c'est nécessaire. Si tout d'un coup, il y a au niveau de notre dette, on va bientôt atteindre notre plafond d'endettement. Alors, est-ce que le Conseil sera d'accord à la prochaine législature la municipalité a déjà dit que de l'augmenter? Pas certaine que le Conseil suive. Donc, si notre plafond d'endettement est atteint et que le Conseil décide de ne pas l'augmenter, je vous laisse faire le calcul. S'il y a d'autres investissements à faire, on fait comment? Si vous vendez des terrains, notamment... On vend les feux. Pardon. Nous, on a une politique qu'on applique. D'ailleurs, il faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César. C'est depuis même des décennies. C'est la politique du développement qui paye le développement. C'est-à-dire qu'il y a des calculs économiques qui sont faits en amont de tout projet de développement, qui calculent quelles seront les diverses recettes, impôts, taxes, etc., qui rentreront de par ce développement, ces nouveaux habitants, etc., et quels seront les coûts induits, les fameuses nouvelles écoles de M. Gay, les places de crèche, les lignes de bus à ouvrir, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce calcul en amont,
et on fait en sorte qu'il y ait une certaine rentabilité ou en tout cas une neutralité. Ceci fait qu'actuellement, avec notre taux d'imposition à Nyon, nous avons un des plus beaux, il est vraiment beau, un plus bas taux du canton et en tout cas parmi les villes avec des prestations qui sont excellentes. C'est cette politique-là qui l'a permis et nous allons la continuer, nous devons la continuer. Et ça, on peut remercier nous avons par ailleurs une capacité contributive magnifique de leur travail, nous Madame avons par ailleurs, bien sûr, mais les Nyonnais jouissent de prestations et il est évident que nous devons tous les payer, vous comme moi. Ensuite, nous avons développé une nouvelle politique publique par rapport au financement. C'était vraiment notre dernière législature. Et c'était la valorisation de nos biens. Alors, valorisation de nos bâtiments, bien sûr, mais surtout valorisation de nos terrains. Et nos terrains, nous en avons beaucoup. Nous avons la chance, de nouveau, rendons hommage à ceux qui nous ont précédés à la municipalité. Nous avons beaucoup de terrains. Nous en acquérons d'autres. Et nous essayons de les valoriser par des sortes de locations. Donc, en louant ces terrains à l'extérieur, en y faisant construire dessus quelque chose que nous voulons, sur lequel nous sommes d'accord, avec lequel nous nous conventionnons avec le propriétaire, on arrive à développer des logements, aider des entreprises à s'étendre et avoir aussi indirectement des revenus. Je répète, Martinets, si on était allé de l'avant, on serait fini, on arriverait à 1 million de revenus par année. Et ça, c'est quelque chose d'important. Sur les finances, vous êtes en accord avec ce que dit Fabienne Frémont-Cantonne? Louer des terrains, c'est la solution? Oui, écoutez, effectivement, je pense que le DDP est une bonne chose. Je sais bien que les chiffres sont rébarbatifs, ils n'intéressent pas forcément le citoyen. Le citoyen, il ne veut pas des promesses, il veut des résultats, mais j'aimerais quand même en citer 2 ou 3. On a une marge d'autofinancement de 17 millions depuis 2008 jusqu'à 2014, ce qui nous donne à peu près 120 millions de marge d'autofinancement. On a investi pendant la même période 120 millions. La dette a augmenté de quelques millions parce qu'on a des fonds de réserve qui se sont alimentés, comme Mme Frémont-Cantonne l'a dit tout à l'heure. Quand on touche un certain argent d'un propriétaire pour une certaine prestation, on le met dans un fonds de financement. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, la dette, elle est pratiquement maintenue à son état de 2006. En tout cas en relation avec la population, puisque la population a augmenté. Je rappellerai aussi qu'en 2015, la population a pris 459 habitants. Donc ce sont pour la plupart des contribuables. On peut estimer qu'il y a 20% qui ne payent pas, c'est à peu près ça dans le canton de Vaud, et nous sommes dans cette moyenne ici, mais ça fait quand même un certain nombre de nouveaux contribuables. Alors c'est vrai qu'au niveau des bâtiments, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mes services ont déposé de 2011 à 2015 35 préavis pour un montant, juste mes services, de 157,6 millions. Ça peut paraître effectivement énorme. On a 130 millions d'écoles. Je dirais que là, le syndic l'a déjà évoqué une fois, pas aujourd'hui, mais à d'autres occasions. On a hérité malheureusement d'un héritage avec des bâtiments qui n'avaient été que mal entretenus ou pas du tout entretenus, et c'est vrai. Nous avons une population qui augmente, nous avons des contraintes aussi scolaires avec la Léo Hermos qui nous font augmenter des salles de classe, et ceci, effectivement, ça sera le challenge de la prochaine législature, de payer ces 130 millions. Pour le reste des investissements que nous avons faits, ils ont été payés. Alors actuellement, effectivement, le plafond d'endettement, je vous rassure, il n'est pas encore atteint. Il est de 225 millions jusqu'au 30 juin 2016. Nous sommes actuellement à 168 millions au 31-12-2015. Donc vous voyez, il reste quand même de la marge. Et je rappelle que chaque année, c'est 15 à 17 millions d'autofinancement, pour autant que la situation économique continue à perdurer comme elle l'a été jusqu'à maintenant. Voilà. Par contre, ce que j'aimerais dire, je pense que dans le budget communal, parce que le budget a aussi, bien entendu, une influence sur les investissements, mais surtout sur l'autofinancement, la marge d'autofinancement, ce qui reste à la fin de l'année, eh bien, particulièrement, le service des finances recommande, je dirais, il prend exemple sur le canton. Hein, vous avez voté il y a une quinzaine d'années un système de frein à l'endettement, et je pense que ce qu'on doit mettre en place, c'est exactement la même chose. C'est en tout cas ce que je fais en municipalité. Je puis vous assurer que j'ai pratiquement toujours été suivi, c'est que toute nouvelle dépense doit être compensée. Et ça, pour moi, c'est quand même un leitmotiv qu'on va devoir répéter les 5 prochaines années si on veut payer, entre autres, ces fameuses écoles que ma main gauche a construites et que la main droite essaye de compenser. Voilà. Alors. Mais est-ce que ça veut dire que la marge de manœuvre pour la ville est quand même relativement limitée ?
Non, la marge de manœuvre n'est pas limitée. Je rappelle, j'ai dit 459 nouvelles personnes en 2015. Petite Prairie, c'est même pas l'entier de Petite Prairie 1, donc Petite Prairie 1, voire Petite Prairie 2 d'ici 2 ou 3 ans, voire les jardins du Couchant, nous permettront bien entendu d'avoir pratiquement 1000 contribuables en plus. 1000 contribuables, 2000 personnes, 1000 contribuables en plus. Donc la situation n'est pas catastrophique, bien au contraire. Si, j'aimerais juste dire un point par rapport à la valorisation des actifs. Je pense que ça, c'est vraiment une fausse bonne idée, quoi. Si valoriser les actifs, c'est faire des droits de superficie, ça veut dire, en d'autres mots, louer le terrain sur une longue période avec un loyer qu'on appelle une rente. Oui, ça, c'est une bonne façon de valoriser les actifs. Mais vendre aujourd'hui des terrains, d'abord, la période est peut-être un peu moins favorable. Mais de vendre aujourd'hui des actifs de la ville pour diminuer une dette qui nous coûte très peu cher, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que si vous vendez les services industriels pour 50 millions ou les terrains de Martinet pour 15 millions, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 15 millions? On va diminuer la dette qui nous coûte pratiquement rien. Et on va perdre un terrain exceptionnellement bien situé qui peut rapporter, selon les projets qu'on fait, entre 500 000 et 1 million. Ça dépend de ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment pas savoir calculer pour avoir envie de se séparer d'actifs pour diminuer la dette. Moi, j'entends ce que dit notre syndic. Sur certains points, je peux être d'accord. Ensuite, quand il nous dit qu'on emprunte quasiment à rien, tant mieux. Heureusement, aujourd'hui, c'est à peu près un 46%, les taux. Si demain ça passe à 3,5, même moins que ça, on a beaucoup de chance. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de chance. On n'a pas un impact Nous, on a un triple direct. A. On n'a pas, nous, un impact triple A. On a un très bon municipal des finances, un excellent syndic, et on s'en sort bien. Alors, je vous dirais que Broulis, effectivement, vous avez raison, le syndic, je suis un peu moins enthousiaste. Mais bon. Mais ça va venir, ça va venir. Mais concrètement, moi j'aimerais juste ajouter que vendre des terrains en plus, compléter ce que vient de dire le syndic, c'est perdre l'occasion d'avoir des terrains qui appartiennent à la ville de Nyon, qu'on va pouvoir mettre à disposition de coopératives, parce que je vous rappelle qu'un des problèmes à Nyon, c'est d'avoir des logements, et non pas des logements en PPE, mais des logements en loyer abordable, en loyer modéré. Et nous avons un grand besoin de logements pour personnes âgées. Si on laisse le marché privé le faire, allez regarder les prix de ce qui s'est construit à côté de la gare, vous pouvez bien imaginer que le but ne sera pas atteint. Mais ça, Madame Schmitt, vous savez bien qu'on veut tous du logement. Après, je pense que... Mais lequel de logement? Lequel de logement? Ne vous inquiétez pas, j'ai pas envie que tout le monde vive en PPE, soit propriétaire. Non, je pense qu'effectivement, on doit tous pouvoir... Donc, il faut qu'on ait des terrains. On doit avoir des terrains. Par contre, oui, on doit avoir des terrains. Alors, en ce moment, ils ont très envie d'acheter des terrains. Alors là, ils viennent avec une nouvelle proposition. On ne va pas en discuter 2 heures. Parcelle Lude. Voilà, la parcelle Lude. Aujourd'hui, on a une municipalité qui nous dit... On va acheter la parcelle Lude, on va l'acheter plus cher que le prix recommandé. Mais on va l'acheter quand même. Alors, ça s'appelle du dumping foncier. Quand c'est une municipalité qui commence à payer les terrains plus cher que ce qu'ils valent en réalité, alors là, mais comment faire pour aider l'artisanat à Lyon, aider le commerce sur ce terrain, il y a un bâtiment. Et ceci explique la différence de prix. Tout à fait. Et ce bâtiment, ça veut dire que la parcelle, ce soir, non seulement il y a un bâtiment, il semblerait que le terrain soit finalement pas très pollué. Enfin, moi, j'attends de voir. Vous êtes contre cet achat, finalement? On va laisser la commission travailler. Mais alors, comment faire justement pour les commerçants qui se plaignent effectivement, pour une municipalité, la solution, c'est de pouvoir jouer sur les loyers, de dire par exemple que certains commerces sont proscrits de cette zone. Par exemple, on pense aux agences immobilières, peut-être moins de coiffeurs, je ne sais pas. La municipalité doit justement créer des commerces. Mais il faut essayer de contrer les loyers qui explosent pour les... Oui, ben là, on a vu, par exemple... Il faut être propriétaire. Si vous n'êtes pas propriétaire... Oui, mais la commune a des terrains. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire à Lude. Il faudrait créer... Oui, mais peut-être pas des bâtiments pour la police, peut-être plutôt pour les artisans ou autres. C'est exactement ce qui est en train d'être fait. Donc, cette parcelle là-bas, dans le nord de la ville, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent c'est une bonne idée, ça. Et qui est en zone industrielle et artisanale. Et ce qui est extrêmement intéressant d'avoir une parcelle en main communale, en main de la ville, en main de nous tous, qui soit en cette zone industrielle et artisanale, c'est qu'on peut, comme on l'a fait dans
d'autres secteurs de la ville, la relouer. On peut utiliser ces fameux droits de superficie. Mais pour des artisans, pas pour les entreprises comme Hublot, par exemple, qui sont situées au nord de la ville, où il y a juste des ouvriers qui viennent. Mais là, vous avez un projet dans les cartons concernant la parcelle Lude. Vous souhaitez faire un grand pôle sécurité, agrandir éventuellement les SI aussi. Le secteur deviendrait très, très grand et très, très intéressant parce qu'il y a une donc c'est à vocation service public. La route de Divonne. Il y a une des parcelles que nous possédons avec des parkings. La vocation de service public. Oui, mais il y a les services industriels aussi, des locaux sur la place du château. On a déjà acheté une autre maison devant. Mais c'est pour avoir plus chez les d'espace. pompiers. D'après ce que disait Madame Frémont-Contonne, c'était là que devaient aller les futurs organes de police. Alors, il faut savoir. Ce que je viens de vous expliquer, au secteur secondaire, ça vous séduit pas? Le secteur secondaire, c'est une bonne chose d'acquérir ces terrains, mais c'est pas le rôle non plus. Et là, c'est la même chose que pour les logements. C'est pas le rôle de la collectivité publique de se substituer au milieu privé. Alors, on peut inciter. Je prends typiquement. Alors, on parle. C'est le Parti socialiste qui dit on veut aider les petits commerçants, on veut aider les PME. Mais je suis désolé, je crois que ça a été dit, il y a des grandes entreprises qui ont pu construire en 2 ans et qui ont eu le permis de construire, le droit de superficie en 2 ans, ça a été terminé. Et il y a d'autres petits commerçants à Nyon qui peinent depuis 10 ans et qui n'ont toujours pas de réponse de la municipalité et qui n'ont pas d'avancement. Donc je crois que ce n'est pas une question d'être propriétaire de terrain, ça peut être une bonne chose, mais après c'est surtout une question de volonté, de laisser un tout petit peu de liberté aussi bien aux commerçants qu'aux artisans, qu'aux PME, simplement en les aidant des fois et en ne cherchant pas toujours la petite bête. On l'a vu dans le cadre vous connaissez beaucoup de PME qui fait du où c'est des stupidités pour une vache sur un trottoir. Mais Monsieur Gué, vous connaissez... D'autres sociétés sont en dehors de la loi et là, personne ne dit rien. Donnez-moi le nom de PME pour construire des appartements à loyer modéré sans qu'il y ait de négociation aucune de la part de la commune. Les artisans n'arrivent tout simplement plus à déménager, à changer d'endroit à Nyon. Ils n'arrivent plus. Ils sont obligés de se délocaliser. Donc nous avons. La ville prévoit justement. Alors justement, c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons fait et nous continuons à faire et voulons continuer à faire. C'est normal qu'ils se délocalisent. Ils ne sont pas aidés par la commune. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est exactement ce que je voudrais vous redire. Ces terrains sont en main communale. Nous pouvons en décider la destination. Et le locataire. Oui, mais ce locataire devient. En refaire de la zone d'utilité publique. Vincent Hacker, s'il vous plaît. C'est pas, à mon avis, c'est pas le rôle des autorités, qu'on parle d'État ou de communes, de faire de l'interventionnisme. À un moment donné, je crois qu'il faut aussi que les acteurs économiques prennent leurs responsabilités et agissent de manière à améliorer le tissu économique. Alors, les autorités, qu'elles aient un rôle de facilitateur, oui, qu'elles fassent de l'interventionnisme par l'acquisition de biens-fonds ou par le versement de grosses subventions, non. Pas d'accord. Alors peut-être il faut juste rappeler qu'un élément de la politique, c'est pas une question de subvention. Attendez, si la mobilière est à Nyon, 500 emplois, c'est parce que la commune a en son temps vendu un terrain à la mobilière qui a pu venir. Si Hublot et toutes les entreprises, Lavotel, à l'époque c'était Emerly, et toutes les entreprises qui sont à la Voire-Pierre sont là aujourd'hui, c'est parce que la commune a soit vendu, soit mis à disposition par biais de droits de superficie ces terrains qui ont été vendus ou loués ou mis à disposition à des tarifs favorables. Mais nous, on a aujourd'hui 16 000 emplois. On ne parle pas de petits artisans. Mais bien sûr qu'il y a aussi des petits artisans. À la Voire-Pierre et ailleurs, il y a aussi des artisans qu'on doit aussi aider. Si Nyon a aujourd'hui 16 000 emplois, c'est parce qu'il y a eu, avant que nous soyons là, des gens qui ont été assez visionnaires pour prévoir la mise à disposition d'acteurs économiques, d'infrastructures qui permettaient de construire leur entreprise. On a la chance aujourd'hui d'avoir autant d'emplois. Et donc je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas de faire de l'économie planifiée, il ne s'agit pas de faire de l'interventionnisme quand les règles économiques normales peuvent fonctionner, mais pour être facilitateur, à un moment, ça ne suffit pas juste de faire des discours. Et la maîtrise du foncier est un des éléments pour maîtriser l'avenir de la commune. C'est pour ça que quand il y a une opportunité d'acquérir un terrain dans des conditions favorables, il faut le faire. Alors, on va passer au dernier sujet, la culture. Lundi soir va avoir lieu un débat fort intéressant au Conseil communal, puisque vous allez aborder l'agrandissement de l'usine à gaz pour 16 millions de francs.
Est-ce qu'on n'en fait pas trop pour la culture à Nyon ? Non, je pense que rapide. Par rapport à la culture, il faut savoir que la culture se... Rapide, monsieur Mayor. Rapide. Si vous me le dites 20 fois, ça sera un peu moins rapide. Mais la culture, évidemment, se crée, se répète, se joue, se vit, mais il faut les lieux aussi pour ça. Et la croissance de la ville, comme le disait mon collègue Uldry tout à l'heure, effectivement, elle doit s'accompagner de certaines prestations, elle doit s'accompagner de certaines prestations aussi pour que le bien-être en ville de Nyon se fasse. Je crois que la culture, la créativité est l'oxygène de notre vie, et je pense que des lieux où se jouent des spectacles, où se créent des spectacles, où se répètent des spectacles doivent avoir leur place. Et il y a un magnifique projet qui est le projet de l'usine à gaz, que nous avons porté ensemble avec mon collègue Uldry, mais avec l'ensemble de la municipalité, effectivement, qui est attendu depuis plus de 20 ans. Je crois que c'est un moment crucial où les uns et les autres pourront se prononcer clairement, comme disait M. Gay, de prendre des décisions. Et nous avons pris en municipalité la décision de le... Sport. Eh ben, vous n'allez pas me faire dire que je me pose à la culture. Moi, je vais défendre le sport et la culture. Pareil. Effectivement, donc, on a besoin de créer une ville qui ne soit pas, comme le dit souvent mon collègue, de la banlieue, mais une ville qui vit avec des infrastructures à la fois sportives et culturelles. On a besoin de lieux, de rencontres, de lieux sociaux. Et je pense que la culture, on va encore la développer, même soutenue par des services comme le service d'affaires sociales, éducation et jeunesse, puisqu'on a l'envie de créer une maison de quartier dans laquelle des groupes amateurs puissent se rencontrer, jouer des petites pièces de théâtre, des musiciens amateurs puissent venir répéter. Et ceci n'empêchera pas aussi de développer des projets sportifs dans la ville de Nyon. Daniel Rosla, la culture et le sport, c'est l'avenir, c'est la prochaine législature. Mais ce sont des éléments essentiels pour favoriser un cadre de vie. La qualité de vie, c'est les citoyens qui décident de quelle qualité ils veulent. Par contre, ce sont les autorités qui peuvent mettre en place des infrastructures qui permettent d'avoir un cadre de vie. Et le sport, la culture, la formation, la sécurité, la mobilité sont des éléments essentiels. Mais la culture est un élément identitaire extrêmement fort et très important. C'est jamais le bon moment pour investir dans la culture. Là, c'est un gros projet, c'est vrai, mais depuis 20 ans, c'est pratiquement le seul. Il y a eu quelques travaux ici ou là, mais c'est le seul nouveau projet depuis 20 ans dans le domaine culturel à Nyon. Fabienne Frémont-Cantonne. Nyon, c'est la ville des patrimoines culturels, on vient d'en parler, des patrimoines naturels entre Jura et Lac, mais c'est aussi un patrimoine historique, exceptionnel, romain, médiéval. Donc pour moi, là, je parle du fond du cœur, on a vraiment quelque chose à faire avec ce patrimoine historique. Je parle bien sûr de l'amphithéâtre, qui est encore sous ses bâches, je parle du musée romain, qui est très mal mis en valeur, je parle du fait que la plupart des Nyonnais et pratiquement tous les visiteurs ne savent pas où était Neuvie-Dounum, qu'est-ce qu'elle était. Et là, il y a tout un travail à faire. Sur la ville, la vieille ville, les rives, la vieille ville médiévale, il y a tout un travail de revalorisation qui doit être fait, de possibilités de développement. Évidemment, il ne faut pas la momifier. Valoriser le patrimoine, ce sera votre prochain cheval de bataille, en gros. Amphithéâtre, ville romaine, vieille ville, il y a tout à faire là, vraiment. Salem Fedal. Pour moi, je soutiens la culture et le sport. C'est vrai, il manque des infrastructures pour la culture, mais aussi penser pour le sport, les mettre ce qu'on a aux normes, des instances du football notamment, pour le Stade Nyonnais. Donc vous, mise en valeur des clubs locaux, du sport. Oui, principalement. Raphaël Weisskopf. Je commence déjà en rappelant une dernière fois que je ne fais pas partie du centre droit, même si j'étais à cette table, j'aurais pu être à l'autre table, mais c'était un tirage au sort avec M. Fedal, c'est comme ça. Moi, je pense que tout le monde peut apporter quelque chose de bien, mais qu'il ne faut surtout pas oublier qu'on doit avoir en priorité l'attente des citoyens. Une petite question, vous allez prendre des voix à gauche ou à droite ? À droite. Moi, je vais voter pour ceux qui veulent du renouveau avec de la fraîcheur et du dynamisme. Et des macarons. Et des macarons originaux avec une recette originale de Nyon, effectivement. Vincent Hacker. Moi, je pense qu'en fin de compte, on veut tous la même chose.
le bien de Nyon, le bien des citoyens. C'est surtout les moyens qui diffèrent et les idées, mais je pense qu'on est en mesure de travailler ensemble. Maintenant, c'est vrai que la priorité, c'est de trouver un équilibre et une réelle collégialité qui permettent de faire avancer la ville. Sacha Soldini, la collégialité? Quelque chose de très important, bien sûr, dans une municipalité. La municipalité doit être collégiale. Et je pense que depuis plusieurs mois maintenant, notre entente, le centre droit, montre qu'on arrive à être collégial parce qu'on arrive à travailler sur des projets, on arrive à travailler ensemble et on a une équipe quand même soudée. Roxane Faro, si vous passez les 5 du centre droit... On va pouvoir rester à la culture, je vous remercie. Donc, la culture. Voilà, moi j'ai toujours cette phrase de Churchill durant la guerre, quand on a voulu lui couper le budget de la culture pour le mettre dans l'armée, il a dit « Alors pourquoi nous battons-nous » Voilà, je le rejoins. Je suis du côté de la culture, je l'ai toujours été, je viens de là. Et voilà, je me réjouis qu'on arrive maintenant au vote de cette usine à gaz. Vous connaissez tout à fait ma position sur l'usine à gaz. Je suis toujours pas très contente concernant la future gestion du lieu, mais par contre, j'appelle la salle de mes vœux. Et Maurice Guay, vous êtes pour ce projet également ? Mais je pense que là aussi bien, tous les sujets qu'on a discutés ce soir, que ce soit la culture, le logement ou la mobilité, il n'y a pas qu'un type de culture, il y a plusieurs types de mobilité, il y a plusieurs types de logements, plusieurs types de culture. Et ce que je souhaite simplement, c'est qu'on pense un peu à tout le monde, je dirais, dans le cadre de la ville. Et contrairement à la municipalité actuelle, où on est plutôt axé sur une certaine mobilité, sur une certaine culture, sur certains logements. Et je trouve vraiment ça un petit peu regrettable. Je pense qu'il faudrait ouvrir un tout petit peu plus à la volonté citoyenne d'avoir différents types de cultures. Alors pourquoi pas l'usine à gaz, mais il y a aussi une autre culture qui pourrait mériter de temps en temps des petits coups de main. Claude Ulry, vous avez le mot de la fin. Oui, je vous remercie. Effectivement, je pense qu'on peut ne pas être d'accord sur la programmation qui se fait ou qui se fera dans l'usine à gaz, mais en tout cas, il y a une réalité qui fait qu'aujourd'hui, personnellement, ce n'est pas dans l'usine à gaz 1 que j'ai envie d'aller voir un spectacle. Le lieu n'est pas convivial. Je ne dis pas qu'il est mal géré, je dis qu'il n'est pas convivial. Il n'y a pas de hall d'entrée. Les sanitaires sont ce qu'ils sont, on est la plupart du temps debout. Donc, je pense qu'avec le nouveau bâtiment, on pourra offrir enfin une salle digne de ce nom à la ville de Nyon. Mais j'aimerais dire aussi, pas seulement à la ville de Nyon, je rappelle que c'est quand même un projet régional. Nyon, vous l'avez dit, en entrée de ce débat, est quand même le chef-lieu du district. Heureusement, M. Cretonny n'est plus là, mais c'est une réalité. Et je pense que l'usine à gaz 2 est un projet régional. Et je rappelle, nous n'avons pas de salle, à part l'Ola, mais de cette capacité en tout cas de 225 places digne de ce nom à Nyon. Eh bien voilà, c'était le débat de Nyon Région Télévision en partenariat avec le Quotidien de la Côte. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On l'a bien compris, l'usine à gaz, cette seconde salle, pourrait faire un certain consensus et bientôt, on pourrait avoir des nouveaux spectacles. Mesdames, Messieurs, au revoir et bien sûr, regardez-nous sur Nyon Région Télévision. Il y aura bien sûr une autre série de débats consacrés au second tour. Au revoir.